À toutes et à tous. Je souhaitais dans cette vidéo vous parler de SAS, R et Python, notamment pour répondre à cette question pourquoi apprendre SAS qui m'est parfois posée. Et puis le corollaire, pour ceux que ça intéresse, comment apprendre SAS. SAS, R, Python, je pense qu'il faut commencer par la philosophie. SAS, c'est pas nouveau, ça a 50 ans. Et la base de SAS, Statistical Analysis System, c'est d'abord un langage de programmation. C'est aussi après de la société SAS et maintenant beaucoup de solutions, des solutions pour le risque, des solutions pour la gestion de la fraude, des solutions diverses et variées. SAS, le langage de base, est très proche de la machine et aujourd'hui, ça reste une plateforme avec une performance qui est exceptionnelle. Quand il y a des gros projets avec des soucis de performance sur la mise en production de modèles de machine learning, de forecasting, de recherche opérationnelle, de text mining, de deep learning, vraiment avec des gros problèmes de, heu, d'intelligence artificielle où la performance est très importante, la plateforme SaaS est, une solution très, très adaptée. Quand il y a des problèmes de mise en conformité pour les banques sur les modèles de risque par rapport à la BCE, par rapport à la Fed, pour les laboratoires, pharmaceutiques lorsqu'ils présentent les statistiques sur la phase 3 des essais cliniques, notamment à la FDA. Donc quand il y a des problèmes de performance et ou de mise en conformité, de traçabilité, de maintenance sur du long terme. Ça, c'est vraiment une plateforme exceptionnelle sur le sujet. Mais c'est ce langage de base, cette philosophie de mettre en production des processus qui préparent les données, donc récupérer les données, préparer les données, faire les modèles et les mettre en production sur du long terme. Pour apprendre ça en termes de philosophie, comme pour tout langage, je pense, mais particulièrement pour ça, il faut oublier l'idée de faire un copier-coller, rapide, depuis un GitHub, ou encore pire, demander à la ChatGPT de générer du code. Il faut apprendre comment fonctionne le langage, comment fonctionne la philosophie. Et puis après, on peut faire des bouts de copier-coller, lorsqu'on est consultant. On peut utiliser aussi, l'intelligence artificielle générative pour générer des bouts de code et ça marche très bien et il y a des choses qui sont assez bluffantes. Mais d'abord, il faut comprendre ce langage. Je suis le premier lorsque je commence un projet, je code comme un cochon et c'est un brouillon et puis, une fois que je commence à avoir une idée un petit peu plus claire d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où est-ce que je peux aller et cetera. À ce moment-là, je vais faire quelque chose qui soit industrialisable. Heu, c'est un état d'esprit qui, pour les gens qui viennent de l'analyse de données est pas forcément simple, de passer d'un mode un petit peu recherche, on cherche à comprendre, à un mode mise en production et ça, c'est très important. R est un langage qui, à la base, est, je trouve, en termes de philosophie, vraiment orienté pour permettre à des statisticiens et particulièrement des universitaires de développer des packages. C'est, absolument génial de voir la quantité de packages qui existent, pour faire des études, sur les dernières choses qui ont été développées. R, c'est formidable. Par contre, ça reste pour faire des études ponctuelles. Il y a une communauté très large, mais si vous souhaitez mettre en production un modèle, pourquoi pas? Beaucoup de modèles, je vous le c'est même pas possible et utiliser R sur des très gros fichiers, c'est pas possible non plus. On peut essayer de, tirer sur la ficelle de différentes manières. Dès que vous avez une base un petit peu grosse, R n'est pas du tout adapté. Python, il y a ce côté glue, qui est génial. On va pouvoir appeler plein de librairies et cette facilité d'apprendre le langage, qui est sympathique, mais ce n'est pas pensé pour de la production. C'est pensé pour développer des choses et notamment en intelligence artificielle, avec, scikit-learn, développer, des choses rapidement. Mettre un modèle en production, c'est, très simple. Mettre plein de projets en production et les maintenir sur du long terme, ça devient des usines à gaz ingérables et la maintenance des packages, ça, c'est un vrai problème. Donc dans Python, les librairies de base, ne bougent pas, mais il y a beaucoup de choses qui changent d'une version à l'autre et des packages qui ne sont pas maintenus et en ayant plein de petits environnements virtuels avec une version, figée à l'intérieur, eh bien, on arrive à quelque chose qui est absolument pas gérable. Donc
Lorsqu'on a des problèmes, ponctuels, d'études, pourquoi prendre une licence? Ça, c'est une très bonne question. Quand on veut mettre des choses où on a besoin de performance et ou de mise en conformité et ou de traçabilité, les open source sont vraiment pas adaptés. Il me semble donc important de regarder le coût total d'acquisition, la valeur ajoutée créée sur une fenêtre de 5 ans. Ce que j'entends par là, prendre un projet dans sa globalité, c'est-à-dire le coût machine, et maintenant, a fortiori, le coût, cloud, dans le sens où la plupart des projets, que je vois sont surtout sur le cloud. Le coût logiciel, lorsqu'il y a de la licence, mais surtout, ce qui coûte le plus cher, la partie humain, voire la maintenance, l'évolution du projet, sur toutes ces années. Et quand vous avez de la mise en conformité, de l'auditabilité, des problèmes de sécurité, les solutions open source, sont vraiment pas adaptées. Je comprends que, sur certains, cas, les des utilisateurs de SaaS aient arrêté SaaS pour passer à R. Peut-être que ça, c'était un peu surdimensionné, pour eux. S'ils font juste des études ponctuelles, il n'y a pas forcément besoin de SaaS. Par contre, si vous faites, des gros projets, et que vous essayez de les faire avec, des suites, open source, vous risquez, de vous en mordre les doigts au bout de quelques années. Je vais prendre un projet, totalement fictif, hein, en faisant une espèce d'agrégation de différents, projets que je peux avoir en tête, et si on regarde là le TCO, le Total Cost of Ownership sur 5 ans avec une plateforme SaaS, mettons qu'on ait une grosse licence, chère, heu, avec une location annuelle à 1 million par an et que sur ce projet, on est 30 personnes, je vais faire une cote mal taillée, je vais dire qu'une personne coûte 100 000 € par an, ce qui est, vraiment pas le cas, mais c'est un chiffre rond et au moins ça permet de faire des calculs simples. Donc, une licence à 1 000 000 sur 5 ans, ça fait 5 000 000. 30 personnes, à 100 000 €, on est à 15 millions. Juste sur cette partie licence et humain, on est à 20 millions. La même chose en open source, sans parler de la partie, hardware ou, cloud. Eh bien, la première année, on a 30 personnes, mais la deuxième, il faut augmenter l'équipe parce qu'il faut maintenir les choses qui ont été développées la première. Et puis, c'est pas grand-chose. On a augmenté de 10 personnes notre équipe. Et puis la troisième année, encore. Mais à la quatrième année, ça commence à exploser et c'est ce coût homme, qui devient très, très important parce que non seulement il faut développer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses, de nouveaux modèles, mais il faut aussi totalement redévelopper ce qui a été fait il y a 2, 3 ans. Et au bout de la cinquième année, cette explosion devient, pharaonique et le coût total d'acquisition de la plateforme, devient énorme. Donc il faut bien penser, en se disant: quel est mon projet? C'est pas uniquement le coût de la licence, c'est aussi cette maintenance, sur du long terme, comment je vais pouvoir la gérer? Et donc forcément, les entreprises, les différents acteurs du sujet, que ça soit les intégrateurs, que ça soit les ESN, que ça soit les éditeurs de logiciels et les sociétés pour lesquelles ces projets vont être mis en place. Toutes ces organisations ont des points de vue un petit peu différents. Il y en a qui aiment bien qu'il y ait beaucoup de euh, personnes travaillant dans les équipes. Il y en a d'autres qui vont juste regarder quel est mon coût total d'acquisition. Et là, je pense qu'il faut bien faire attention à ce coût humain à vérifier. Donc, pour beaucoup d'organisations, de très grosses organisations, dans la partie R&D, études, il n'y a plus de SaaS. Il y a beaucoup d'open source, mais quand on a ces problèmes de mise en production, eh bien ça se continue sa croissance. Depuis 76, au niveau mondial, ça c'est en croissance. L'année dernière, c'était 8%. Cette année, on devrait dépasser ces 8% de croissance. Ça va très bien. Et on quelqu'un me faisait remarquer il y a pas très longtemps, mais vous êtes réinventé. C'est dans l'ADN de SAS de se réinventer en permanence. 25 du chiffre d'affaires est réinvesti en recherche et développement et donc on, a notamment ce nouveau SaaS, SaaS Vaillant, qui va supporter des programmes des années 60, des années 70, des années 80, 90, 2000, 2010, jusqu'à aujourd'hui, 2023. Tous ces programmes-là vont fonctionner sur SaaS Vaillant et puis on va pouvoir les améliorer pour qu'ils fonctionnent encore mieux et encore plus vite. Et donc, si vous souhaitez travailler sur ces très gros projets pour des très grosses organisations où finalement sur ces très gros projets, il y a un coût total d'acquisition
beaucoup nettement inférieurs pour SaaS par rapport à des développements, notamment en open source. Eh bien, pour vous former, si vous êtes étudiant, il y a la plateforme SaaS Skill Builder. C'est gratuit à partir du moment où vous avez un email étudiant et vous vous connectez donc sur, SaaS Skill Builder. Si vous tapez dans, votre moteur de recherche favori, SaaS Skill Builder, vous allez tomber sur ce premier lien qui vous permet d'avoir accès au e-learning pour se former, à la plateforme, pour l'utiliser et faire les exercices et faire les TP et prendre en main, l'application. En termes d'employabilité, toutes les offres, sur les métiers de data engineer, data analyst, business analyst, data scientist ne sont pas forcément avec du SaaS. Mais pour celles qui sont avec du SaaS, c'est sur des gros projets, dans des grosses entreprises, généralement très bien payées. Mais je vous recommande particulièrement les certifications base programming, en SaaS. Ce langage, qui a, plus de 50 ans et qui est toujours d'actualité, notamment en termes de performance. La certification Advanced Programming avec du SQL, des macros et de l'optimisation de programme et puis la certification de programmation VAIA pour, migrer des, projets, des anciennes versions sur le nouveau SaaS VAIA, par exemple. Sur SaaS Skill Builder, vous avez accès au cours et quand vous avez fini le cours, vous avez ce badge vert qui dit que vous avez bien appris et si vous passez l'examen, vous avez le badge bleu qui dit que vous êtes, si vous avez réussi la certification, vous avez ce badge bleu qui dit que vous êtes certifié. Data analyst, les stats, ça reste, absolument fondamental et donc cette certification Statistical Business Analyst, le diable se cache dans les détails, faites attention, il faut être très rigoureux. Business analyst avec notamment la solution SaaS Visual Analytics, que ça soit pour faire de la data viz, du, reporting, et partager ses rapports, mais aussi cette partie Citizen Data Science pour faire, des modèles vraiment sur du no code, en quelques clics dans une interface agréable et communiquer sur les modèles, ça c'est très, très important. Et puis il y a aussi les certifications de data science avec 3 examens, le premier en machine learning, le deuxième en forecasting et recherche opérationnelle et le troisième en text mining et deep learning pour avoir cette certification machine learning et intelligence artificielle sur la plateforme SaaS Vaillant. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.